Bonjour Nathalie. Bonjour Christelle. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier interview de la chaîne des femmes intégrales, puisque comme moi tu es passionnée d'Ayurveda et que j'ai entendu parler de toi ces dernières années, comme ça, sans trop savoir exactement ce qui faisait ta spécificité. Et là, j'ai eu le plaisir de découvrir en fait que tu lançais des masterclass et un programme pour les femmes. Donc déjà, est-ce que tu peux un peu nous présenter vite fait ton parcours? Je sais que donc tu es médecin à la base et que tu as fait une petite une petite bifurcation vers ce que tu appelles la médecine intégrative. Oui. Donc intégrative, donc moi j'y vois aussi le mot intégral, intégré, et donc on va un petit peu parler de ça. Qu'est-ce que c'est une femme intégrale et qu'est-ce que c'est une médecine qui intègre toutes les dimensions de la vie, en fait. C'est un peu ça. Tout à fait. Alors, d'un point de vue technique, c'est vrai que je parle plus de santé intégrative. Parce que même dans une dimension du féminin, dans une dimension du chamanisme, on parle de médecine qu'on a en nous-mêmes. Mais dans les réalités de notre pays, le mot médecine est réservé aux médecins. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que l'idée dans la santé intégrative, c'est vraiment comment est-ce que chacune peut se reconnecter à sa boussole intérieure. Ouais. On pourrait parler simplement dans un premier temps, de la différence en fait de l'approche que tu as pu, de l'approche de la médecine occidentale dont tu as commencé par là quand tu as fait tes études, et puis comment en fait quelque part tu t'es dit il manque quelque chose et que tu as été à la source un peu de tes origines avec l'Ayurveda. Ouais. Disons que j'ai choisi de faire médecine à 18 ans parce que j'étais passionnée par le corps humain et je m'étais dit mais c'est ça que j'ai envie de faire. En plus, j'adorais voyager. Donc je m'étais dit j'ai envie de faire médecine humanitaire, ça va me permettre de nourrir deux besoins importants pour moi. Et très vite pendant les études, je me suis rendu compte que à partir de la 3e année, on mettait le focus sur les maladies qui va mal et comment classifier, comment traiter. Et toute la partie préventive et comprendre comment est-ce que on peut garder son corps dans un équilibre le plus longtemps possible, ça, il n'y avait plus rien. Et c'est suite à un problème de santé personnelle que de passer en posture de patiente, de voir que on avait des réponses techniques super, mais à côté, comment être mieux pris en charge, comment être plus dans l'aspect préventif, il n'y avait rien. Je rappelais mes grands-parents qui faisaient du yoga, qui cuisinaient en fonction des saisons, et je me suis dit tiens, j'avais grandi en Inde, mais à l'époque, je rejetais un petit peu mes traditions. Et il n'y avait pas que ça d'ailleurs que tu rejetais en Inde. Enfin, il y avait ce que tu partages aussi dans ta démarche par rapport aux femmes, c'est qu'il y avait une problématique par rapport aussi à la place de la femme, en tout cas en tant que petite fille. J'ai connu l'éducation à l'occidentale et qui replongeait du coup dans une vision, c'était il y a 20 ans, heureusement que ça change, mais c'était difficile d'être une fille et une jeune femme en Inde. Et ça a vraiment réveillé le rejet de ma culture à l'époque. Mais quelques années plus tard, donc pendant mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses intéressantes dans mes racines. Et là, de replonger avec un œil de jeune femme et de redécouvrir l'Ayurveda et de voir que c'était pas juste des recettes des grands-mères, mais que c'était vraiment une approche du vivant globale et intégrative, ça a répondu à mes manques. Une science du vivant, donc la science de la vie, Ayurveda. Est-ce que rapidement tu peux, pour les personnes a priori, les personnes qui suivent ma chaîne en général connaissent déjà un petit peu l'Ayurveda, mais rapidement est-ce que tu peux juste peut-être dire qu'est-ce que tu as découvert en tant que passionné du vivant, que passionné de la santé? Qu'est-ce qui pour toi a été un peu le curseur pour aller vraiment développer l'Ayurveda? Qu'est-ce qui t'a appelé vraiment dans cette approche? La première chose qui m'a appelée, c'était de voir la personne dans sa globalité et de voir comment est-ce que notre morphologie est liée à nos émotions, est liée à nos comportements, à nos pensées, et de voir qu'il y avait des marqueurs transversaux qui reliaient toutes ces dimensions-là, les fameux doshas. Ouais. Ça a été le premier, ça a vraiment nourri mon esprit qui a besoin d'avoir des repères. Et très vite, je me suis rendu compte qu'au-delà de ça, ce qui m'a vraiment touchée dans l'Ayurveda, c'est cette notion d'interconnexion entre tous les êtres vivants, entre nous et l'univers, et que finalement, l'univers, c'est pas juste
des constantes qui ont fait qu'à un moment donné, la vie est apparue sur Terre. Il y a vraiment cette notion d'univers intelligent qui conspire pour chacun de nous, que chacun de nous a sa place. Et plus tu vas ouvrir tes écoutines, tes moyens de connexion avec toi-même, avec des autres, avec l'univers, plus tu vas trouver ton alignement. Donc il y a toute cette dimension spirituelle et qui rejoint un petit peu la physique quantique. Oui, de l'interconnexion. Ouais, qui m'a beaucoup parlé. Et là, tu vois, pour le coup, c'est des auteurs comme Deepak Chopra qui m'ont vraiment aidé à voir l'Ayurveda d'une manière plus globale, qui nous reconnecte à notre puissance intérieure en tant qu'être humain. Et ça, vraiment, c'était puissant. Ouais. Alors justement, je rebondis là-dessus, justement, pour qu'on parle un petit peu de... Aujourd'hui, c'est quand même c'est la grande mode du yoga et de l'Ayurveda. Ouais. Et la façon dont il est transmis ou dont il est, dont on informe les gens de ce que c'est. Moi, je sais pas de ton point de vue, mais de mon point de vue, je trouve que c'est assez parfois réducteur. Et quand tu parles justement des ouvrages de Deepak Chopra et du lien avec la physique quantique, moi personnellement, j'ai fait vraiment ce lien rapidement parce que je me suis intéressée à la physique quantique et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, l'Ayurveda, c'est la première médecine quantique. Et je trouve que on a besoin encore, je crois, de sensibiliser les gens là-dessus pour ne pas faire de l'Ayurveda une méthode miracle supplémentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est là où d'être dans cet univers des médecines alternatives et complémentaires depuis un petit moment, je vois un peu l'évolution aussi, et je me suis intéressée aussi comment ça a évolué dans d'autres pays comme les États-Unis ou d'autres pays anglophones. Et je pense que les médias ont un rôle à jouer dedans. Entre ce que le praticien, le médecin a à offrir en termes d'explication et de vision, et ce que le journaliste va avoir comme mots-clés, c'est là où la réduction se met en place, en fait. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que j'ai l'impression, et c'est pas que avec l'Ayurveda, en fait, hein, même quand tu prends la naturopathie, quand tu prends... Le jeûne, par exemple, c'est une grande mode aussi. Il y a ce fonctionnement en mode buzz, mots-clés, où ils mettent des choses et remplir des cases et mettre les gens dans des cases. Et quelque part, c'est un peu nous aussi qui cherchons ça. Ça fait partie de nos paradoxes. Hein. Oui. C'est tellement plus simple que ce soit linéaire de comprendre, tiens, t'es feu, donc tu vas devoir prendre telles épices, tu vas devoir faire telle activité physique. Je me dis, c'est un bon début pour avoir... C'est une première grille de lecture, on va dire. On part quand même d'une déconnexion du corps, on va dire, dans nos sociétés modernes. Et la première étape, c'est pas évident de sauter dans le vide sans forcément se repérer. Donc, ça peut être une première étape intéressante, mais je pense que ton média, par exemple, il est là pour ça, et je pense qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui commencent à se dire, attends, il y a un truc qui manque. C'est de se dire, c'est juste une étape. C'est ça. Et qu'après, c'est important qu'en tant que praticien, on élargisse aussi le champ des possibles pour la personne, pour qu'elle puisse elle-même aller se reconnecter à ses ressources intérieures et qu'elle n'attende pas de l'extérieur des solutions toutes faites, miracles, de cultiver le discernement aussi. C'est ça. Donc il y a comme un rôle aussi du thérapeute aujourd'hui d'éducation à la santé, plus que au sens de redonner une trame en fait à la personne qui consulte pour qu'elle trouve en fait son propre canevas intérieur, en fait qu'elle tisse, qu'elle apprenne à se connaître, et donc quelque part on rejoint. Donc tu vas lancer bientôt un programme qui s'appelle être l'artiste de sa vie. Donc moi j'ai toujours insisté là-dessus, c'est que l'Ayurveda pour moi, avant d'être une technique de santé ou une forme de médecine, c'est un art de vivre. Donc cet art de vivre, il est vraiment en lien avec la dimension intérieure aussi. Donc ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, donc le programme s'appelle Devenez l'artiste de votre santé. Santé, parce que souvent là dans les milieux un peu d'innovation en médecine, on parle devenez l'acteur de votre santé. Oui, c'est un peu yang quoi. Parfois, quand tu traverses une maladie ou quand tu es en posture où tu es dans tes faiblesses, de dire allez, tu vas être acteur, c'est peut-être pas l'énergie dans laquelle tu as envie d'être, et puis c'est encore le mental qui prend le dessus. Tout à fait. Mon côté, comme tu disais, art de vivre, je me connecte à mon artiste. Ça veut dire que tu vas te connecter à la partie de toi qui est dans la créativité, dans oser explorer quelque chose sans forcément savoir ce que ça va donner,
revenir à toi et te demander si ça te fait du bien, tu vois, c'est un autre, ça part d'un autre endroit et c'est ça qui me tenait à cœur. L'idée d'en faire un programme sur 9 mois, symbolique des 9 mois de la naissance, c'était pour moi l'opportunité de m'offrir un moyen de suivre les personnes. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, je consulte plus. Donc, j'ai plus le relation one-to-one. Je pourrais revoir des gens en consultation. Je propose que des formations. Parce que je suis vraiment, pour moi, c'est la pédagogie de la santé qui t'intéresse. Donc, je vois les gens 10 jours. Quand on part en Inde, ça peut être un week-end. C'est assez intense, l'expérience du groupe. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'est intéressant quand on veut aller dans la pédagogie au sens profond, parce que le groupe apporte énormément à chacun en miroir. Mais l'inconvénient, on va dire, c'est je vois les gens 10 jours, peut-être un week-end quelques mois plus tard, mais je sais pas trop ce qui se passe. Ouais. Alors que on sait très bien que on plante des graines au fur et à mesure et qu'il y a des choses qui émanent et donc l'idée de pouvoir suivre des personnes pendant 9 mois, en ligne et avec des temps interactifs en direct, je trouvais que c'était, pour moi, ça me nourrit. Oui. Et puis, je commence à avoir les premiers feedbacks des personnes qui sont intéressées, qui sont inscrites. Elles se disent, ça leur permet de voir, de se poser une vision, en fait. De se dire, bon, dans 9 mois, comment est-ce que j'ai envie, quelle intention j'ai envie de poser pour ces 9 mois, comment je me vois. Donc, ça crée vraiment une dynamique sur du moyen terme que je trouve, encore une fois, dans tout ce qui est changement de comportement, tout ce qui est prendre en compte tes différents corps et tes différentes temporalités, ça laisse le temps à une plante de pousser en fait. Ok. Alors du coup, on va un petit peu parler de ton parcours aussi au niveau du féminin. Parce que voilà, ça n'a pas été forcément évident tout de suite pour toi. D'accepter d'être une femme cyclique. Alors comment ça se passe? Comment ça s'est passé déjà pour toi? J'aurais pu dire la chaîne des femmes cycliques aussi, tu vois, puisque là aujourd'hui, il est vraiment question. Tu parlais tout à l'heure de mots être acteur de sa santé. On est dans quelque chose d'assez yang. Tous les programmes actuellement, moi que je vois passer de développement personnel, on est dans des trucs très yang. Alors ok pour la vision, ok pour mettre une intention. Mais ne pas oublier que nous sommes des femmes et que donc il y a des cycles et des mouvements de haut, de bas, voilà un peu comme la mer comme ça, et que parfois moi par exemple quand j'écoute certains programmes de développement personnel, notamment certains lancements qui jouent beaucoup sur l'émotionnel, c'est-à-dire sur quoi? Sur le succès, sur l'argent, sur l'abondance, etc. Eh bien l'aspect féminin il est totalement occulté. Donc est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça? Oui, alors d'autant plus que ça n'a pas été évident pour moi au début. Comme je te dis, j'avais une résistance par rapport au fait d'être d'une jeune fille dans une société qui était pas évidente. Un papa militaire. Et puis après mes études, j'avais besoin de me poser. J'avais pas envie d'ouvrir un cabinet médical et je suis tombée sur une annonce de poste de médecin de prévention chez les pompiers de Paris. Ils sont militaires. J'ai signé avec l'armée. J'ai porté l'uniforme pendant 5 ans. Et j'ai travaillé majoritairement qu'avec des hommes. Donc, tu vois, j'ai été vraiment dans la version yang de moi. Ouais. Et surtout, petite, donc quand on m'avait fait mon premier bilan ayurvédique, on m'avait dit, mais toi, t'es une fille Pitta. Feu. Et c'est rentré dans ma tête. Et là aussi, ça fait partie des choses, moi, que je trouve très limitantes aujourd'hui. C'est qu'on m'a mis dans une case. Et je me suis dit, je suis feu, donc je me lance à fond et le reste, je connais pas. Vata et Kapha, c'est pas moi. Ça, pour moi, c'est de la fragilité. Et puis, j'ai été, on va dire, première partie de vie d'adulte, ça a été feu à fond, du masculin à fond. Et quand j'ai terminé, j'ai quitté mon poste chez les pompiers, là, j'ai commencé à avoir une grosse remise en question, déjà du sens de mon métier et un peu de la conscience de où est-ce qu'on va en tant qu'être humain sur la planète. Et c'est là où j'ai commencé à voyager aux États-Unis et en Inde sur cette question de la santé globale et de la santé intégrative. Et j'ai accepté d'accueillir mes autres forces, mon eau, ma terre, et de me dire que j'étais pas qu'une femme feu et que
j'ai envie et besoin de me reconnecter à ces atouts du féminin, accepter de ralentir, accepter de lâcher sur certaines choses qui étaient de l'ordre du contrôle. Et donc, petit à petit, les choses après elles sont bien faites. Hein. Je suis tombée sur un livre de Miranda Gray. Lune rouge, donc. Qui m'a vraiment touchée. Et j'ai commencé à sentir de l'intérieur cette notion de guérison des lignées de femmes. J'ai réalisé que dans ma famille, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères ont vécu une période assez difficile du colonialisme, de quelle place pour la femme, et que je portais peut-être ça aussi en moi. Que si ça m'arrivait à moi, j'avais peut-être des choses à guérir, pas que pour moi, mais pour les lignées qui m'ont précédée. Et j'ai vraiment touché cette notion de sororité aussi, en participant à des cercles de femmes. Et c'est là que j'ai réalisé que ce qui nous unissait, c'était notre côté cyclique. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de féminin sacré, d'émergence du féminin, voilà, de cet éternel féminin. Je dirais à peu près depuis 5 ans là, ça devient vraiment, enfin, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit même dans la communication, même les hommes. Je veux dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de féminin intérieur pour les hommes, etc. Donc c'est la grande émergence moi j'appelle ça la grande émergence de la déesse, le retour. Donc moi je trouve ça à la fois génial et en même temps, comme ce qu'on disait sur l'Ayurveda, on a tendance à revenir à des choses parfois un peu trop comment dire, avec des codifications un peu trop restreintes, en fait, qui veulent mettre la déesse dans une boîte. Alors là, on est mal barré parce que la déesse dans une boîte, elle va tout péter. Donc, donc en fait, voilà. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, ton approche en lien avec l'Ayurveda? En fait, moi, j'ai suivi tes masterclass les premières. Et j'ai trouvé vraiment super génial ta façon de parler des 5 éléments. Avec le féminin. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots là? Ouais, ça fait partie des choses où quand j'ai commencé à explorer mon féminin, je suis allée à l'autre extrême aussi, du féminin dans la contemplation et dans le je laisse faire, et à un moment donné j'ai eu envie de revenir aussi dans mon masculin, et donc d'avoir plongé à fond dans mon féminin, à un moment donné ça a réveillé mon côté rebelle, et pas rebelle méchant, mais rebelle. J'adore questionner en fait. Je me suis rendu compte récemment, j'ai réalisé que j'étais zèbre, donc c'est ces gens qui ont besoin de questionner tout. Et même l'Ayurveda, parce qu'aujourd'hui en fait, en gros, j'ai l'impression que ce soit yoga ou Ayurveda, on prend ça, c'est la réalité et c'est comme ça et on l'applique. Et on peut pas remettre en question des écrits de 2000 ans. Et ce que je m'étais dit pour l'Ayurveda, c'est que quand j'ai commencé à me former, j'avais fait un mémoire dessus, et tous les textes sont écrits par des hommes. Même quand on parle d'Ayurveda de la femme, quand on s'intéresse au cycle de la femme, c'est toujours des hommes. Et je me dis, c'est quand même dommage. Enfin, c'est intéressant que des hommes s'intéressent à la physiologie de la femme, mais il leur manque quelque chose. C'est un peu pareil avec la gynécologie, hein, tu sais. Complètement. Ouais. Et là, tu dis, c'est quoi le truc derrière? Pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas, et c'est pas des écrits, hein, mais les seuls endroits où on retrouve des femmes qui pratiquent des rites pour se connecter à la déesse, c'est dans le tantra. Oui. Mais en Ayurveda, franchement, c'est difficile de tomber sur des textes. Et là, je me suis dit, mais moi, en fait, quand j'aborde la femme, le féminin, la physiologie de la femme, j'ai plus envie d'utiliser comme grille de lecture les éléments et voir où est-ce qu'ils s'inscrivent le long de mon cycle. Parce que quand j'ai découvert la femme cyclique, notamment avec Miranda Gray, en effet, on a 4 phases dans notre cycle hormonal et 4 archétypes qui représentent chacune des phases. Donc ça collait pour moi parce que j'avais expérimenté en créant mes propres mandalas lunaires. Et puis je me suis dit, finalement, la première phase, la phase des règles, la phase de la sorcière, mais dans quel état je me sens d'un point de vue élément de l'Ayurveda? Alors avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux juste rappeler les 4 phases? Parce qu'il y a peut-être des femmes qui savent pas, tu vois. Oui, dans mon cyclique des femmes, et ça c'est important de préciser que vous prenez la pilule ou pas, que vous ayez un utérus ou pas, énergétiquement vous êtes une femme, votre corps est conçu comme le corps d'une femme, et du coup on est toutes dans cette influence des 4 phases.
Et hormonalement, c'est intéressant parce que ça colle aussi. La première phase, donc c'est la phase où on n'a plus d'hormones sexuelles et le corps est en train de faire un nettoyage puisque l'utérus se vide de sa muqueuse. Et donc, qui dit plus d'hormones sexuelles, c'est normal qu'on ait un rapport à l'extérieur complètement différent du reste du cycle. Et souvent, c'est le moment où on a envie de se replier, d'être seul avec soi-même. En fait, on n'a plus ces molécules qui nous permettent de communiquer avec l'extérieur. Mais c'est pas un point négatif. Ça veut dire qu'on a, du coup, cette capacité à nous connecter à l'intérieur. À revenir à l'intérieur. Ouais. Et donc là, ça correspond pour moi à l'élément espace de l'Ayurveda. Ce truc où il n'y a plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que d'ailleurs, on est tellement sensible aux énergies extérieures qu'on a besoin de s'isoler. Ensuite, on va avoir la phase où on va de nouveau sécréter des hormones, donc avec un profil particulier. Donc là, c'est la phase de la vierge, de la jeune fille, ce qu'on appelle la jeune fille. On commence à regagner de l'énergie, on a envie d'aller à l'extérieur et d'aller à l'attaque, donc on est dans l'énergie du feu, en fait. Donc l'énergie yang. Après, quelques jours avant l'ovulation, donc on change le profil hormonal, on va avoir un pic d'œstrogène où le corps de la femme est prêt à accueillir un bébé. J'aime bien comment on le dit Miranda, c'est soit un bébé physiquement, soit un bébé soit un projet. Voilà. Ouais. Donc là, on rentre dans la phase vraiment de créativité. Voilà. La phase de la mère. De créativité et d'empathie. Et en même temps d'empathie, de soin. Je crois que c'est la période où on a envie de prendre soin. C'est ça? Voilà. De soi, des autres. C'est les moments où on adore être en groupe, à valoriser les uns les autres. Donc c'est une énergie aussi qui pour moi est reliée à l'énergie de la terre et de l'eau en Ayurveda. Et ensuite, donc s'il n'y a pas eu fécondation, donc on va avoir nos hormones et notamment la progestérone qui va commencer à descendre, mais en dents de scie. Et tout ça en lien avec la lune d'ailleurs, parce que cette notion de lune montante, lune descendante, pleine lune se retrouve dans ce cycle. Exactement, c'est ça qui est... Et c'est tellement évident aussi, moi, quand j'avais commencé, rien qu'en biologie en terminale, de se dire le cycle de la femme c'est 28 jours, le temps que met la lune autour de la Terre, une rotation c'est 28 jours, et je me dis mais comment personne ne fait le lien? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est comme si c'était deux données séparées, alors que c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même évident que c'est lié, quoi. Et donc, justement, aussi, cette progression hormonale, avec cette montée de certaines hormones, descente de certaines hormones. Donc là, on est à peu près dans la deuxième semaine du cycle, là, avec la phase de la mère. On rentre dans une troisième semaine. C'est ça. Et là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'enchantresse, en termes d'archétype. Et avec des sauts de créativité qui partent dans tous les sens. C'est le moment où en fait la femme ne peut pas rentrer dans une case. On ne peut pas s'enfermer dans un rythme que la société nous impose. Et ça explique pourquoi il y a des formes de tension physique, psychologique ou le fameux syndrome prémenstruel en fait qu'on n'arrive pas à expliquer médicalement. Pour moi c'est ça, c'est le corps qui se parle. Voilà, parce que là dans cette phase-là, la femme elle a envie de sortir justement des cases dans lesquelles on l'a mis. Exactement. C'est ça. Et, Et là, pour moi, c'est typiquement l'élément air, qui a besoin d'aller dans tous les sens, qui a besoin de respirer, qui a besoin de liberté, d'expansion, de créativité, c'est tout ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, on termine la dernière phase, et après, de nouveau, tu rentres dans la phase des lunes, des règles. Voilà. Donc, rien que ça, d'avoir changé cette façon de décrire ce moment en disant « j'ai mes lunes », au lieu de dire j'ai mes règles, déjà c'est beaucoup plus. Ça a été créé par des hommes en fait. C'est fou parce que en plus ma thèse de médecine, je l'avais écrite quand je travaillais dans un planning familial et j'ai réalisé qu'à l'époque donc je prescrivais la contraception orale à des jeunes filles en me disant mais c'est super, elles vont pouvoir. Tu vois, c'était une forme de puissance qui pour moi aujourd'hui n'était pas vraiment de la puissance. J'avais l'impression de leur... Tu veux dire, tu avais l'impression de les aider à reprendre leur pouvoir, avec cette liberté en fait sexuelle en fait, accès à la liberté sexuelle, et tu te rends compte finalement que ce n'était pas ça. Que j'aurais pu faire autrement, en fait, que j'aurais pu créer un cercle de femmes. Tu vois, il y a plein de choses aujourd'hui. Je me rends compte que en parlant de progrès, on propose des choses soi-disant pour faciliter la vie des personnes. Mais finalement, on les rend plus dépendants à un système. On n'est pas vraiment dans l'autonomie. Et ça fait partie des choses aussi qui...
Oui, et alors ça, là, quand tu dis ça, ça me rappelle aussi cette histoire de quand tu dis vouloir soulager les personnes. Et par exemple, moi, dans mon expérience de la maternité et dans mon expérience de l'accouchement, par exemple, la péridurale était soi-disant le grand progrès pour les femmes et leur permettait d'accéder à l'accouchement sans douleur. Sauf que, bon, ça sera le sujet d'un autre interview peut-être avec des personnes qui cheminent dans ce milieu-là de la maternité consciente. Mais en gros, selon moi, la péridurale dépossède complètement la femme de sa puissance à procréer. Aujourd'hui, on parle même d'accouchement orgasmique. On en est très très loin quand on est sous péridurale, où on ne sent rien et où on n'est pas maître de son accouchement. Donc voilà, ça fait partie pour moi cette histoire aussi de la contraception, parce que qu'est-ce que ça a fait en fait probablement. Enfin, on parle aujourd'hui même de pilules, tu sais, qui suppriment les règles. Enfin, ça existe. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe dans un corps quand il est complet. Enfin, qu'est-ce qui se passe même dans la psyché d'une femme quand elle est dépossédée de ses cycles et de justement ces mouvements hormonaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux femmes par rapport à ces cycles et au fait que parfois c'est inconfortable aussi. Tout à fait, ça c'est intéressant à souligner. J'en parlais encore hier à quelqu'un. Et c'est drôle parce que moi, tu sais, quand j'avais 20 ans, mon rêve c'était de prendre la pilule parce que c'était devenu une norme. Donc la première fois que j'ai pu prendre la pilule parce que j'avais un petit copain, c'était ouais, ça y est, je fais partie ça y est, je suis une femme. Et je l'ai pris pendant 4 ans et quand j'ai arrêté et que j'ai retrouvé ma libido et que j'ai retrouvé ces fluctuations, ce côté cyclique, je me suis dit mais en fait je me suis privée de quelque chose sous prétexte que je pensais gagner en liberté et en reconnaissance. C'est vrai que c'est pas facile, donc pour répondre à ta question, se reconnecter à son corps, c'est vrai que c'est dans tous les titres de journaux bien-être, machin, c'est pas facile. Et c'est pas une partie de plaisir. Surtout quand on a grandi dans une société où on est complètement coupé, les premières rencontres avec son corps, souvent, c'est des malaises. C'est par la douleur, un peu. Des nouvelles sensations que tu connaissais pas, parce que d'ailleurs, tu les avais bien occultées. Donc les premières fois, en général, c'est inconfortable. Tu sors de ta zone connue, donc c'est pas agréable. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où une pratique méditative, une pratique de pleine conscience, de contemplation te permet d'apprendre à observer plutôt que de s'identifier à cette douleur, à cet inconfort. Mais c'est important de se dire que c'est une phase transitoire. Ça ne va pas durer éternellement. C'est une phase de réapprentissage, de redécouverte de ton corps, le temps qu'il se reconnecte vraiment à tes émotions, à tes pensées et à toi de manière globale. Et c'est là où c'est intéressant d'être bien accompagné. Oui. Par quelqu'un, par un groupe, pour voir que c'est pas anormal, pour te dire que c'est temporaire, transitoire et que ça fait partie des signes d'intelligence de ton corps et de la nature. Ouais. Et d'avoir conscience que si c'est très douloureux, tu peux toujours avoir la possibilité de prendre des antidouleurs. En fait, il faut pas non plus rejeter. Oui. Tu vois, le débat de la péridurale, c'est que t'as des femmes qui disent ah ouais, mais moi je peux pas imaginer un accouchement sans péridurale, mais si tu peux en fait, si tu en as besoin, si tu sens que c'est juste pour toi. Vas-y, c'est juste qu'il y a plein d'autres possibilités et chacune doit choisir. La question, elle est de donner la possibilité aux femmes de choisir. Et c'est ça, tu sais, c'est ça qui pose souci selon moi aujourd'hui. Encore, je trouve qu'on n'a pas encore suffisamment le choix parce qu'on n'a pas suffisamment des propositions différentes de ce qui est la norme, tu vois. Parce que notre société, pour moi, elle a un cerveau qui est encore dualiste. Soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Il y a deux espaces où on a vraiment des progrès à faire. C'est la naissance et la mort. Oui, exactement. Si on arrivait à remettre du sacré dans ces deux phases de vie, je pense que les humains seraient mieux. Oui, exactement. Donc, nous parlerons aussi sur cette chaîne de l'accompagnement à la mort qui est très important. En fait, c'est l'accompagnement des passages et notamment cette histoire de cycle menstruel, c'est aussi des histoires de passage, puisque la femme, la jeune pubère ou la femme ménopausée, traverse à peu près les mêmes, traverse des grandes transformations et que
que ce soit dans les transmissions mère-fille ou dans les transmissions à l'école, ou même quoi lire et où trouver l'information, c'est encore un peu nébuleux, tu vois. C'est encore un peu nébuleux. D'où l'intérêt de ta proposition. Et du coup, je voudrais rebondir sur cette histoire de groupe. L'importance pour les femmes de se retrouver, que ce soit sur un groupe privé, sur les réseaux sociaux, ou que ce soit lors d'une formation en ligne, ou que ce soit lors d'un stage, ou que ce soit lors d'un cercle, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce... Enfin, pour moi, il me semble évident aujourd'hui que les femmes, elles ont besoin de retrouver cette sororité. Complètement. Et qu'aujourd'hui, à la fois Internet, c'est génial parce que ça fait partie de l'ère de l'interconnexion, et en même temps, ça peut provoquer de l'isolement, et de l'isolement au niveau même de comment faire le tri dans toutes ces informations. Plus tu vas apprendre à t'ancrer déjà en toi et à ouvrir les portes de tes ressources intérieures, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Toute une vie, quoi. Même plusieurs, si t'es dans les réincarnations. Mais déjà d'ouvrir ces portes et de te dire, je sais, je peux me poser déjà en moi et je vais chercher l'information parce qu'elle va m'aider à me reconnecter à moi. Et pas, c'est l'information à l'extérieur et ça se passe à l'extérieur, en fait. Dès que tu recentres en toi, tu vas voir, les synchronicités font que tu vas tomber sur les bonnes informations, les bonnes personnes, et que même si, entre guillemets, c'est pas les bonnes informations, ça peut quand même t'apprendre des choses. D'accord. Mais j'avais juste envie d'illustrer ce que tu disais, ce besoin de se reconnecter entre femmes. Je l'ai encore expérimenté la semaine dernière, où je donnais un stage en Belgique avec une chef. Et on a demandé à la fin, on a fait un cercle pour que chacune partage ce qu'elle a retenu. Et c'est fou, c'était pas les moments techniques où on a enseigné des choses techniques qu'elles ont retenues, c'est les moments dans la cuisine où la chef a partagé son histoire personnelle, comment elle était arrivée à là, comment elle s'était connectée à ses talents. Et en fait, c'est ça, c'était assez magique quand tu regardais de l'extérieur cette scène, dans la cuisine, une vingtaine de femmes qui parlaient en fait de la vie, quoi. C'était humain, et cette sororité dont tu parlais tout à l'heure, je pense que qui remplit une partie de nous qui était un peu délaissée, qui nous reconnecte une sensation de plénitude et que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Et que ce chemin-là, c'est un chemin d'authenticité, en fait, avec soi et avec l'autre, et en sachant que chaque chemin personnel apporte une petite pierre à la communauté, et que c'est de ça dont il s'agit de partager, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux, nous parler un petit peu de ta formation, là, enfin de ton programme en ligne que tu proposes aux femmes, en fait, quelle est l'intention et quels est un petit peu les jalons, en fait, du chemin que tu vas leur proposer pendant ces 9 mois? L'intention de départ, c'est de me dire, ça fait 3-4 ans que j'avais écrit pendant 3 ans dans le magazine Rêve de Femme sur l'Ayurveda au féminin. J'ai écrit dans d'autres magazines de yoga sur ce principe des cycles de la femme avec les différentes phases. Et j'ai eu pas mal de retours de femmes qui disaient, mais c'est super cette approche, mais moi j'ai envie d'être accompagnée, c'est simple que ça en fait, de se dire je vais m'asseoir et chaque jour je vais me faire une petite météo intérieure pour voir où est-ce que j'en suis. Enfin, ça demande d'expérimenter, d'être un peu guidée. Voilà. Et moi donc ça fait 3 mois que je me suis installée, que je me suis expatriée en Guadeloupe. Avant je travaillais essentiellement en France et en Inde. Donc il y a une distance qui s'est creusée entre les personnes qui me suivent et moi. Je suis dans une île magnifique, d'un point de vue nature, d'un point de vue... Et je me suis dit, pourquoi ne pas, en utilisant les médias, les réseaux sociaux, créer la possibilité aux personnes qui ont envie, un programme en ligne où là, je vais pouvoir répondre à mon besoin de suivre quelqu'un dans la continuité sur 9 mois et de proposer un fil conducteur sur cette boussole intérieure, ces cycles de la femme. Et là où je vais pouvoir combiner en plus toutes mes passions, parce que l'idée c'est pas évident au début de designer le programme parce qu'il y a tellement de choses, tellement de pistes. Dès que tu parles du vivant, en fait, ça peut être très pragmatique, très qu'est-ce que je mets dans mon assiette, comment je me connecte à ma digestion. Ça peut aller vers l'imaginaire, la symbolique, la créativité. Et je m'étais rendu compte, quand j'ai fait mon bilan en début d'année, qu'il y a une partie de moi qui était plus nourrie depuis quelques années. C'était la danse.
parce que j'avais fait partie d'une troupe de danse indienne, j'étais chorégraphe aussi, et cette partie-là, je me suis dit, mais ce programme pourra me permettre justement aussi, à travers des vidéos de yoga, à travers des vidéos de danse, à travers des exercices de créativité où je vous proposais aux femmes aussi de créer leur propre playlist en fonction de chaque élément qu'on va explorer. Parce que l'idée, c'est, en fait, sur 9 mois, 9 lunes, on va aller explorer une porte, un élément. D'accord. Ayurveda. Un chakra aussi, on sait aussi que chaque chakra est lié à un élément. Donc, on va aller à fond dans l'exploration d'un élément, d'un chakra, à chaque lune. D'accord. On va avoir la lune de terre, la lune d'eau, la lune de feu, la lune d'air, la lune d'espace, les 5 premiers mois. Et ensuite, on va intégrer tout ça ensemble pour aller vers notre intuition profonde et puis notre 7e chakra, la connexion au grand tout. Mmh. Et les 2 derniers mois, ce sera des lunes de synthèse. D'accord. Ok, ben c'est super programme, dis-moi. Continuité du livre que j'avais écrit, Ma détox ayurvédique colorée, où déjà j'avais ouvert un petit peu cette exploration des chakras par les 5 sens. Oui. Et je m'étais dit, j'avais vraiment envie d'aller avec cette énergie du féminin à explorer nos cycles. D'accord. Et donc ce programme, tu le lances quand? Il va commencer à la nouvelle lune du 9 octobre. D'accord. Et entre-temps, tu as proposé des masterclass et je crois que tu en as fait déjà donc une première session cet été, en juillet, je crois. Voilà. Et là, tu lances une deuxième session. Ouais, elles sont disponibles en ligne gratuitement depuis le 26 août et elles vont rester jusqu'au 9 septembre. Ok. Donc, c'est 4 masterclass sous forme de vidéos courtes de 10 à 15 minutes. Mm-hmm. Où je réexplique un peu ce qu'on a commencé à voir sur les différentes phases des cycles, sur pourquoi est-ce que l'intégratif peut nous permettre de créer notre propre grille de lecture pour comprendre des symptômes qu'on n'arrive pas à expliquer de manière classique. Aussi, pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre un moment assez particulier pour l'humanité dans ce chaos et comment est-ce que, grâce aux visions ancestrales, ça peut être un chaos créateur, constructif. C'est ça. Donc, des thématiques de société aussi, pour moi, tout est lié, encore une fois. Donc, ouais. Dans les premières masterclass, tu as beaucoup parlé de cette notion de chaos. Hein, donc, ce qui revient en fait à parler aussi de cycle, je crois. Donc ça, tu l'as bien. Enfin, t'es partie d'une grille de lecture, je crois, américaine. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le féminin. Mais toi, ça t'a interpellé. Ça t'a interpellé, mais moi, ça m'a vraiment ramené à cette notion, à la tradition indienne avec le dieu Shiva. Oui. Mais bon, ça serait l'occasion d'un autre débat. Mais l'idée, en fait, c'est voilà, si on résume un peu l'idée, c'est que aujourd'hui, c'est important justement d'intégrer ces phases de chaos comme mort et renaissance, en fait, comme faisant partie typiquement des compétences innées du féminin. Oui. Et que aujourd'hui, c'est vraiment important. Enfin, les gens comme toi qui lancent des accompagnements comme ça, je trouve que c'est vraiment ça permet aux femmes de faire du développement personnel autrement que simplement vous voulez du succès, vous voulez de l'abondance, vous voulez le bonheur, et puis la méthode c'est ça. Et puis c'est comme ça, tu vois, c'est pas 1, pas 2, pas 3, et puis ça va comme ça crescendo, puis après ça y est, t'exploses dans l'abondance et le bonheur. Bon, c'est pas tellement l'approche que tu proposes, puisque justement l'idée aussi c'est d'accepter nos parts d'ombre. Quand on parlait au début de l'interview d'intégrer, moi je parle de la femme intégrale comme vraiment une femme qui a intégré toutes ces dimensions et ces parts d'ombre et ces parts de lumière, et que en fait, comme tu dis, si on part de l'idée d'un cerveau, voilà, qui fragmente, qui met les choses, il y a ombre et lumière, et puis on veut vraiment être dans la lumière, quoi, en fait. Ben, ça fonctionne pas comme ça, même dans le cycle du vivant. En fait, hein, on le voit bien, mort et naissance, ce sont des cycles. Et aujourd'hui, on est dans une société quelque part que tu disais, hein, la naissance et la mort,
c'est pas bien intégré en fait dans nos sociétés, et on a oublié que la mort fait partie de la vie, et puis après bien sûr toutes les approches spirituelles peuvent s'engouffrer là-dedans, évidemment. Et ça, il n'est pas question d'orienter les gens sur des approches spirituelles, mais simplement comme tu dis, d'aller vers comment ça fonctionne le vivant, et comment en tant qu'être humain on peut être plus en résonance en fait avec le vivant. Et là, j'ai envie de citer Vandana Shiva, qui explique à sa manière la notion de spiritualité. C'est pas une religion en fait, la spiritualité, c'est en tant qu'être vivant, quel sens je donne à ma vie dans cet univers. Et je trouve que c'est très beau comme définition. Ça veut dire que chacun prend ce qui est juste pour lui, et chacun reprend possession de sa puissance. Ouais. Et de son libre arbitre. Ouais. Ok, merci Nathalie. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot pour donner envie aux femmes, de rentrer dans le train? Je crois que tu as déjà des personnes qui sont inscrites en préinscription sur ton programme, et qu'est-ce que les femmes, à quoi les femmes peuvent s'attendre en fait en suivant cet accompagnement? J'ai créé un système d'ambassadrices. Il y a 13 ambassadrices qui se sont inscrites. Et elles vont être témoins de l'expérience sur 9 mois, et qui vont poster régulièrement sur leurs réseaux sociaux qu'elles sont en train de vivre en termes de prise de conscience et d'intégration sur leur parcours. Et donc, on a fait un cercle virtuel sur un Facebook Live pour la pleine lune. Et de sentir déjà cette connexion entre femmes, c'était au-delà de ce que j'avais imaginé en fait. Donc, je pense que déjà, c'est la première surprise. Mais après, ce qu'une femme peut attendre de cet accompagnement, c'est vraiment une forme de renaissance. En tout cas, moi, c'est l'intention que j'avais posée. D'accord. Et d'accepter d'aller enlever ses couches une à une, en douceur, à son rythme. Cette notion de rythme, elle est très importante pour moi, parce que je suis très consciente de cette notion d'infobésité dont on a parlé. Et je veux pas bombarder les femmes de plein de choses à faire et de rajouter des choses dans leur emploi du temps. J'ai fait des formats de vidéos pour celles qui ont le temps d'1 heure chaque semaine, et pour celles qui n'ont pas le temps, de 10 minutes, pour qu'elles puissent faire. Génial. Ça, elles vont aimer ça. L'idée, c'est vraiment que chacune fasse à son rythme, et qu'on soit pas dans la notion de culpabilisation si t'as pas fait ce qui était prévu. Et ça va être une expérience très adaptative. Et puis, pour les 20 premières inscrites, j'ai très envie de créer une rencontre physique. Donc, j'ai créé une journée VIP de artistes de votre santé, qui aura lieu en juillet l'année prochaine. Donc, ce sera toute une journée avec moi, mais d'autres intervenantes aussi, chaque mois, on va aller laisser la parole à une femme, une muse, qui va nous partager comment est-ce qu'elle voit cette notion d'empowerment et de féminin aujourd'hui au XXIe siècle. Empowerment, ce qui pourrait se traduire comme à retrouver sa puissance. Exactement. La traduction, c'est empuissantement. C'est un peu reconnecter à sa puissance intérieure. Et c'est différent pour moi parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias de retrouver son pouvoir. Oui. Pour moi, il y a une nuance. En anglais, c'est power pour les deux, mais en français, c'est pouvoir ou puissance. Je trouve que la puissance, ça vient d'un endroit plus posé. Oui. Que le pouvoir, qui est quand même bien lié à l'ego, et donc c'est pas les mêmes. C'est plus difficile en français de mettre du positif derrière le mot pouvoir. Il est très chargé, quoi. Ok, super, génial. Eh bien, écoutez, normalement, vous aurez en dessous cette vidéo, si tout va bien, le lien pour l'inscription au masterclass pour celles qui les ont pas suivies, et le lien pour l'inscription à ta formation. Et puis, de toute façon, on te suit, Nathalie. En tout cas, la communauté de femmes et d'hommes qui me suivent, du coup, te suivront de la même manière. Donc, on te souhaite beaucoup de bonheur pendant cet accompagnement, pendant l'année qui vient. Et puis, tu nous raconteras, du coup, à la fin. Avec plaisir. Moi, je te remercie, Manon. Merci à toi. D'incarner ton rôle de pollinisatrice, comme ça, de créer des connexions, et puis voilà, de lancer comme ça une chaîne sur le féminin, la femme intégrale. Je pense que ça va ouvrir des chouettes portes. Je te fais un gros bisou, et passe une très belle journée, et à bientôt, Nathalie. Merci, bonne journée à toi. Ciao, ciao. Au revoir.